bonjour. Nous accueillons avec plaisir chez Agora une habituée de l'émission, Madame Gisèle Kayata Aïd, auteure de plusieurs essais et récits. Elle est aussi journaliste, chroniqueuse, chargée de cours. Elle partage sa vie entre le Liban et le Canada. Profession Boniche est son deuxième roman, inspiré d'une histoire vraie, publié aux éditions Complicité en France. Madame Gisèle, je vous souhaite la bienvenue. Merci. On va dire re-bienvenue avec nous. Ici, chez ICI Télévision, l'émission Agora, Profession Boniche. Alors, je dois vous dire dans un premier temps que j'ai beaucoup aimé ma lecture de cette histoire inspirée de faits vécus, l'histoire d'une femme de ménage. Comme on dit peut-être ici au Québec, femme de ménage, femme à tout faire. Dans d'autres pays, une bonne ou une boniche. Mais c'est une femme qui est souvent au service d'une famille ou qui éduque des enfants. C'est une femme de ménage, on va dire, en général. Alors, Profession Boniche, l'histoire d'une femme inspirée de faits réels et de faits vécus. Quand on est inspiré de faits vécus, est-ce que vous avez observé ça autour de vous ou vécu? Voulez-vous nous en parler, justement? Pour revenir sur le thème, c'est employé de maison. Employé de maison, toute l'histoire tourne autour de ce concept qui n'existe pas dans l'environnement où l'héroïne se trouve dans ce livre. Au Liban et dans les pays du Golfe, il faut savoir qu'il y a un système qu'on appelle le système de la kafélé. C'est-à-dire que c'est l'employeur, lui, qui signe le contrat de travail avec l'agence qui amène ces jeunes femmes de pays souvent asiatiques ou même d'Afrique. Alors, du fait même qu'elle ne détient pas, elle, le pouvoir de résilier le contrat ou de le modifier, elle n'est plus employée. Elle est à la merci de ses patrons, ses employeurs. C'est ça. Et l'histoire, en fait, c'est une histoire vraie que j'ai connue par l'intermédiaire de la femme qui travaille chez moi. Je la connais depuis très longtemps. Elle a longtemps travaillé. Elle travaille toujours chez moi. Et quand je vais au Liban, elle vient me servir. Et elle m'a introduit à leurs histoires. Elle est rentrée dans les maisons. Elle a beaucoup d'amis. Et bon, comme ça fait longtemps que nous sommes ensemble, elle me raconte. Et depuis quelque temps, depuis 4-5 ans, je commençais à prendre des notes. Parce que c'était une histoire quand même assez extraordinaire. J'ai voulu mettre l'accent avec un roman sur... Je ne défends pas une cause qui est la cause de ces employés ces domestiques qui sont dépourvus de leurs droits, mais la cause m'a intéressée. Donc, je suis passée par l'intermédiaire d'un roman, c'est-à-dire que j'ai conçu une trame, un schéma narratif autour d'une histoire et de beaucoup de détails que j'ai moi-même relevés au fur et à mesure que je m'intéressais à cette question. Puis justement, pour retourner au fait que c'est un roman, là, bon, c'est un roman, dans la table des matières, on a 4 parties. Puis là, vous écrivez rarement des romans, c'est votre deuxième. C'est mon deuxième et mon 7e livre. Roman, Gisèle. Puis, bon, au fil de la lecture, j'ai senti quand même que c'est un roman assez engagé. Oui. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est mon côté journaliste un peu. C'est le côté journaliste. Quand je veux raconter quelque chose, bon, je peux prendre plusieurs styles. Je peux faire un essai, je peux faire des récits, des nouvelles. J'ai opté pour un roman parce que la charge émotive est plus importante dans le roman. On peut créer une situation de départ qui bascule, le schéma narratif ordinaire. Puis après, il y a des rebondissements, il y a une intrigue. Et il y a un climax, puis un dénouement. Donc, on peut jouer avec beaucoup d'informations en les introduisant. C'était aussi intéressant et amusant de jouer avec oui, mais bien sûr. tous les... Puis, c'est assez approfondi. Bon, on parle de l'histoire de Jessie. Alors, Jessie qui a fait preuve, durant tout ce cheminement, de beaucoup de résilience. Bon, au début, il a fini son contrat et puis sa patronne ne voulait rien savoir. Puis, ils ont été convaincus. Puis à l'aéroport, elle a décidé de même laisser ses papiers et de s'en aller, et de donc s'ouvrir à la vie, à l'aventure. Et puis, c'est une femme qui vient d'un pays lointain et à travers une agence de placement. Mais elle a beaucoup de caractéristiques dans sa personnalité. Qu'est-ce qui vous a touché le plus chez cette femme, Jessie?
Ce qui m'a touchée le plus, c'est qu'elle avait un amour fou de la vie. Elle a dépassé tout parce qu'elle voulait se réaliser. Et en fait, quand je dis que c'est un roman d'amour, c'est parce qu'il y a une histoire d'amour, Oui. une passion avec un Tout à homme. fait. Mais en fait, c'est un livre d'amour parce qu'il y a cet amour de la vie, il y a l'amour des gens, des amis à elle qui sont dans la même situation qu'elle, qui s'épaulent, qui se trouvent des tuyaux. Il y a l'amour des gens qui l'ont aidée, qui l'ont soutenue pendant 30 ans. Elle n'avait pas de papier, mais ils l'ont gardée on and off. Oui. Et elle, malgré ses mensonges et ses dérobades, parce qu'elle devait continuer sa vie, elle, il l'appréciait à sa juste valeur parce que c'était une vraie professionnelle, une femme de Tout à ménage fait. qui s'est imposée par son excellence au travail. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Profession Boniche. Oui. Parce que profession, ça veut dire qu'elle a un métier, ça veut dire qu'elle a un statut. Oui. Et boniche, c'est ce qu'on on fait sa connaissance comme étant au début une boniche, une femme à tout faire. Le terme est très méprisant. Oui, oui, Ça veut oui. dire quelqu'un qu'on ne considère pas. Oui, tout et à puis, fait. on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'elle s'impose en tant que professionnelle et qu'elle arrive à... Donc, il y a cet amour maternel aussi, parce qu'elle a voulu un enfant. Elle est restée 30 ans au pays sans papier officiel, c'est-à-dire Oui. sans papier, sans permis de travail. Elle était dans l'insécurité totale dans un Oui. pays qui est Oui. en ébullition continue, où les droits ne sont pas respectés. Mais elle a voulu avoir un enfant et elle lui a consacré sa vie. Et il n'est pas très présent comme personnage, mais Oui. c'est elle, dans ce qu'elle fait, il est là toujours derrière. Donc c'est un ouvrage qui met en valeur l'amour plus qu'une cause que je défends. Exact, Mais exact. bien sûr, le message est présent. Oui, le message est présent. Puis surtout la personnalité de cette dame. Puis vous faites bien de le dire au début, employé de maison. Moi j'aime bien ça, employé de maison, plutôt que ces termes par exemple qui sont Péjoratifs. péjoratifs, même dévalorisants. Alors, et puis chacun, c'est dans chaque pays, hein, chaque pays voit comment il voit ça. On va en parler encore plus en détail, mais on va faire une pause. J'accueille Gisèle Kayataï qui vient d'écrire ce livre Profession Boniche. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Gisèle Kayataï est mon invitée et vient de faire sortir ce livre. On parle des employés de maison, des femmes de ménage. Puis le titre est, regardez, c'est un titre assez fort. Profession Boniche. L'histoire de Jessie, on va continuer justement, elle part à l'aventure. Elle passe de ménage en ménage. Et puis au fil de ma lecture, moi j'ai remarqué qu'elle est carrément en quête de stabilité d'abord. Parce que quand on n'a pas de papier, ben, si on se met à la peau par exemple d'un réfugié ou de quelqu'un qui est pas stable, qui n'a pas un travail auquel il aspire et puis il attend juste d'avoir ses papiers pour se stabiliser, c'est toujours un stress continu. Alors pour son cas, j'ai eu l'impression que non seulement elle est en quête de stabilité, mais d'identité, carrément. Oui, parce qu'on leur ôte tout quand elles n'ont pas prise sur leur destin. On pense que parce qu'elle vit dans une maison qui l'héberge, parce que ce sont des domestiques qui sont à la maison avec les gens de la maison, comme elles vivent leur vie, on pense qu'elles n'ont pas de vie. Oui. On ne les considère pas. Elles sont là juste pour travailler. C'est comme si c'était des robots à la limite. Elles n'ont pas droit à sortir souvent. On leur refuse le droit d'avoir des amis. Elle est là à la solde d'une dame, souvent, qui est mégère. Oui, oui. Pas tout le temps, heureusement. Tout le monde n'est pas malfrat. Donc, c'est une femme qui vit en dehors de sa vie ordinaire. Elle est là larguée, à la limite. Oui. Mais il n'y a pas plus pire que d'être, je vais dire, dévalisé carrément de ces papiers-là. La première dame, elle voulait lui faire plaisir, mais elle gardait avec elle dans ses propres mains ses propres papiers qu'elle tenait à donner elle-même au douane. Regardez un peu ce détail. Ce détail, il est quand même assez interpellant. Parce qu'elle ne voulait pas
qu'elle quitte la maison. Elle lui a dit non, Oui. tu restes. Elle lui a dit mon contrat est terminé. Elle lui a dit oui, mais moi je veux que tu renouvelles, que tu restes encore. Et Oui. elle l'a traité très mal. Donc elle a pensé qu'en acceptant qu'elle irait à l'aéroport, elle aurait ses papiers Et pourrait, oui. Alors, justement, on va parler au niveau des lois et de Oui. la juridiction au niveau des femmes et des employés de maison. Vous êtes originaire du Liban, Gisèle. Comment ça se passe là-bas? Pouvez-vous nous donner une idée? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la protection des droits de ces femmes? Maintenant, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent pour ça, parce que la loi qui régit ces personnes-là date des années 40. Depuis 1948, on a établi la loi du travail et ils les ont exclus. Pourquoi? Parce que dans le temps, les aides ménagères venaient des villages éloignés, un peu pauvres, Oui. et donc ce n'étaient pas des employés. Et quand, dans les années 70, on a commencé à amener, avec des agences, par l'intermédiaire d'agences, on a commencé à amener des personnes de l'extérieur, la loi n'a pas suivi. Oui. Donc, ils ne suivent pas un code de travail, ils ne sont pas inscrits nulle part. Donc, tant que cette loi ne va pas sortir, Oui. c'est difficile. C'est difficile. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de certains pays arabes, si ce n'est pas de la majorité des pays arabes, le patriarcat joue un rôle quand même assez important pour maintenir ces dames en état de soumission carrément? Parce que, Même si on applique la loi, là, bon, il va y avoir sûrement quelqu'un de méchant, surtout un père, un homme grossier, dans une maison qui va s'imposer. Parce qu'elle cumule en elle plusieurs inégalités dans ces pays. Avant tout, ce n'est pas évident que tout le monde est égal devant la loi, même si la loi le dit. Ce sont des sociétés sectaires où les riches ont pouvoir sur les plus pauvres, où les hommes politiques ont du pouvoir efficace alors que les autres doivent demander à ces gens au pouvoir certaines prérogatives, où les hommes ne sont pas malheureusement les égaux des femmes. On va dire le contraire plutôt. Ils ont leur mot, c'est eux qui dirigent. Qui gouvernent. Il y a un peu de racisme aussi, parce qu'on est toujours le snob de quelqu'un. Alors, on snob ces gens qui viennent soit d'Afrique, soit de l'Asie du Sud-Est. Donc, ces 4 inégalités, elles les ont, ces pauvres femmes, elles les personnalisent. C'est normal, à la limite, tant qu'il n'y a pas de contrôle et tant qu'il n'y a pas une loi qui définit et qui applique. Dans les pays du Golfe, à un moment donné, quand il y a eu, rappelez-vous, le mondial en 2022. Au Qatar? Au Qatar. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes de chaleur parce qu'ils étaient sous cette loi de la kafala. Ils ne pouvaient pas rompre leur contrat. Oui, mais la kafala, Gisèle, aussi ça, c'est par rapport aux agences aussi de placement. Mais il y a des agences qui ne sont pas honnêtes et correctes aussi parce que elles peuvent parfois ne pas payer, ils peuvent parfois envoyer ces femmes vers des familles qui ne sont pas... Oui, c'est ça. Elles n'ont pas de prise sur leur destin. Et surtout, en plus, ce sont des gens tellement pauvres qui viennent... Souvent, ils vendent un bout de terrain pour payer l'agence dans leur pays pour établir le contact avec des... Et on a pu voir ça dans votre livre, c'est qu'il lui fallait à chaque fois amasser une somme pour aider tel ou tel, pour sa maman malade, j'imagine. C'était imaginaire si je Pas besoin qu'elle soit malade, elle a besoin... Elle a besoin d'avoir ses propres, son propre argent, surtout son autonomie, parce que on est employé dans une maison, quand on est employé, il faut avoir au moins une journée, n'est-ce pas, de congé, qu'elle puisse en profiter. Eh bien, bon, on va faire encore une autre pause. Et on revient tout de suite avec vous, mesdames et messieurs. Profession Boniche, c'est le livre de la semaine avec notre invitée d'aujourd'hui, qui est une habituée de l'émission, Madame Gisèle Kayata. Un sujet très intéressant, dont on parle moins, faudrait-il dire, mais c'est une
C'est un sujet d'actualité très en vogue, il faut le dire. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle d'un roman signé Gisèle Kayataï, profession Boniche. Je vais aller à un extrait, si vous permettez, de votre livre, page 94, qui est assez interpellant, assez général justement sur la situation que voici. Elle avait oublié qu'elle pouvait, elle aussi, se retrouver très facilement là et pour beaucoup moins. Une seule mauvaise langue, une vengeance d'une pseudo-amie, et elle pouvait être dénoncée, traînée comme illégale et enfermée dans ce cachot, loin de son fils, sans nouvelles de lui. L'horreur. On voit à quel point c'est sensible la vie de ces personnes, justement, quand ils sont employés dans une maison. Puis il faut dire que la résilience est vraiment grande de Jessie. Est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait vraiment passer par toutes ces expériences difficiles pour finalement aboutir au bonheur et à la délivrance? Elle a eu de la chance parce qu'elle est tombée sur des gens qui l'ont accompagnée, qui l'ont recueillie, elle et son fils, ce qui n'est pas du tout évident, parce que dans la mentalité du pays, elle est fille-mère, et puis en plus, elle travaille dans une maison et on la recueille, alors que, oh là là, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, elle était inconséquente avec eux parce qu'elle avait comme but premier son fils et sa vie. Donc souvent, elle leur faisait faux bond, mais ils lui ont fait confiance parce qu'ils la connaissaient, ils savaient qu'elle avait un bon fond, mais qu'elle devait vivre sa vie. Et je dis à un moment donné que des gens comme ça mentent pour continuer à vivre parce qu'ils n'ont pas de droit, donc ils doivent s'arranger avec les moyens qu'ils ont. Donc ils lui ont fait confiance. Elle a pu s'épanouir et se réaliser. Et puis, elle a découvert l'amour. Elle a fait quelque chose dans sa vie qui l'a boostée. Elle s'est rendue compte qu'elle était digne d'un amour, pas simplement des amourettes qu'elle avait connues. Et c'est pour ça qu'elle s'est épanouie. C'est une femme qui s'est réalisée. Et c'est ça que je voulais, surtout dans ce livre. Qu'elle passe de quelqu'un qui n'avait aucune consistance à une personne qui vit sa vie et qui est digne de respect. Elle est plus amoureuse de la vie que résiliente. Parce que, mais ça, c'est très important aussi. Parce qu'elle a passé toute sa vie à surmonter. C'est pas qu'elle avait eu un choc et puis, bon, elle a essayé de se retourner. Oui, tout à fait. Son histoire avec Avi, Samir au début, puis Avi à la fin, puis comment il a pu quand même avoir son enfant, le sauver, puis elle se bat, elle est vraiment dans la vie, vraiment en plein dans la vie là. Bon, il y a ce regard là qui est dévalorisant envers les bonnes ou les boniches ou les employés de maison. C'est quoi la mesure qu'il faut entreprendre vraiment, qui serait, j'allais dire, efficace, j'allais dire pertinente, pour que ces femmes puissent avoir le respect de la société, le bon regard de la société? Écoutez, on a l'exemple ici au Canada. Il y a plein de femmes qui viennent des pays du sud-est asiatique et qui viennent de conditions très difficiles et qui travaillent pour envoyer de l'argent. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais la loi interdit à quelqu'un de le garder chez eux s'ils n'ont pas une chambre, une salle de bain privée, si on ne respecte pas un jour de congé, si elle n'a pas droit à 15 jours comme tout le monde, comme tous les employés. Donc, si on arrive à appliquer cette loi, il n'y a pas de problème. Il faut que les appartements soient habilités à recevoir une étrangère à la maison. Elle ne peut pas rester n'importe comment, qu'on la considère comme si c'était bon, on te met sur un divan. Avec un numéro d'assurance sociale, avec sa carte d'assurance, donc, avec tous ces papiers-là, pas leur prendre leurs papiers, puis leur dire, même si tu finis, tu renouvelles, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Voilà, là.
Et puis aussi, à la base, il faut savoir qui prendre, Oui, le choix. qui permettre de rentrer au pays. Là, on les prend, quelquefois, elles viennent des arbres, ces filles. Oui. Et elles sont prêtes à accepter n'importe quoi. Oui, Ce n'est tout à pas fait. le cas dans un pays comme le Canada. Il faut qu'elle ait Non. un minimum inexploitable. Oui. Parce que quand on est vraiment indigent, c'est facile d'être exploité. Oui, oui, c'est facile et puis c'est pas évident pour toutes les femmes. Ça dépend des caractères. La fin, elle est ouverte, on va pas la dire. Hein. Non. On va pas la dire. On va pas la dire. Je vais vous laisser commenter. Donc là, s'il y a autre chose que vous voulez ajouter, parce que c'est un très bon livre là, j'ai apprécié. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur la situation de ces dames? Sur la situation, non, eux vont le découvrir au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont tous que j'ai ramassés, que j'ai compilés continuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. D'une part parce que la cause, comme je vous ai dit, elle me tient à cœur, mais aussi parce que c'est beau de faire un roman, de créer un roman. On introduit ce qu'on veut introduire quand on veut introduire. La fiction, elle permet aussi... Oui, c'est un livre que j'aime parce que j'ai aimé l'écrire. D'élargir les imaginaires. Puis, il va y avoir une... Est-ce qu'il y a des projets? Il va y avoir, je pense, un lancement qui est prévu? Le 11 mai, samedi 11 mai. Samedi 11 mai. Je fais une signature, un lancement amical aux Enfants Terribles. C'est un restaurant à Outremont. Autrement, à Montréal. Le samedi 11 mai, à quelle heure? C'est entre 11h et 13h. C'est entre 11h et 13h. Samedi 11 mai. Voilà, donc samedi 11 mai, entre 11h et 13h. Profession Boniche, Gisèle Kayata Aïd, je vous le conseille, mesdames et messieurs. Il est disponible dans quelques librairies? Il va être disponible bientôt. Bientôt, alors ici au Canada, à Montréal. Publié en France, hein, il faut le mentionner. Il est publié aux éditions Complicité. Aux éditions Complicité, Profession Boniche. Puis j'aime bien la couverture. Là. La couverture est vraiment... oui, la couverture, on voit que c'est une femme de ménage. Oui. Elle regarde par la fenêtre. On se demande est-ce qu'elle va se jeter et en finir, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent au suicide tant que la situation est inextricable. Oui. Ou bien elle regarde en se disant j'ai envie de m'évader, d'aller découvrir le monde. Oui. Je laisse ouvert. Elle est ouverte, elle est projetée vers le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie, monsieur Ça fait plaisir, madame Gisèle Kayata Aïd, qui était notre invitée de ce jeudi chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.